Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkov est en face-à-face aujourd'hui avec Nora Lakeal, qui est une boxeuse barbès, passée élite aux renseignements généraux et auteur de ce livre, Agente d'élite, aux éditions Max Milo. Alors, je vous rassure, ce n'est pas Mohamed Ali qui est devenu Nicolas Sarkozy. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est un livre tout à fait intéressant et courageux. Nora Lakeal, agente d'élite, effectivement. Et je vais dire, il y a un moment donné dans votre livre où vous passez le cap. Hein. C'est votre, je ne dis pas votre conversion, c'est faux, ça n'a rien à faire avec la religion, mais quand même, vous dites quand vous avez décidé de devenir policière et d'aller vers la police, et vous dites... Comme une seule femme, la philosophe, la musulmane, la boxeuse et la tunisienne d'origine qui vivent en moi vont passer le concours de fonctionnaire de police afin de servir le peuple et la nation français. J'ai trouvé ça résume formidablement. C'est un livre vraiment, il y a énormément d'histoires de faits. Il y a surtout quelque chose, parce qu'on nous bassine avec l'histoire des identités, des communautarismes et tout ça. Et vous montrez, avec d'autres, et il y en a heureusement beaucoup d'autres, vous montrez que le problème, il n'est pas d'être dans telle ou telle étiquette, le problème de faire ce qu'on a envie de faire, et d'aller, et très courageusement, parce que vous n'avez pas choisi le métier le plus simple, qui est le métier de policier, etc. Vous n'avez pas choisi le combat le plus simple, le combat contre l'islamisme radical, notamment. Alors, Nora Lakeal, racontez-nous, c'est venu comment en fait? Parce que d'abord, quand j'ai vu que vous avez été boxeuse, je disais que vous avez été boxeuse à Barbès, vous avez tout fait quoi, ou presque. Bah écoutez, je ne sais pas si j'ai tout fait, mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que j'ai fait ce que j'ai voulu et que j'ai un peu bousculé les codes, les assignations auxquelles... résidence. Voilà, exactement. Et donc, comme j'ai choisi de faire de la boxe française, ce qui a toujours étonné ma famille, ou particulièrement aussi mon frère, qui se demandait un peu pourquoi j'allais me mettre en danger comme ça, et ben j'ai décidé de le faire et j'y suis allée et je n'ai pas regretté, puisque c'est là où j'ai fait une rencontre exceptionnelle, puisque mon professeur de boxe était fonctionnaire de police, et c'est là c'est une des personnes qui m'a renvoyé une image positive de moi-même, et ça c'est fondamental. Quand on est un peu perdu, quand on démarre dans la vie avec un jeu de cartes, on va dire, qui n'est pas favorable, ce qui peut vous sauver, c'est l'image qu'on peut vous donner de vous-même. Voilà. Mais alors déjà, c'est intéressant parce que vous venez d'une famille d'origine tunisienne, de vous-même, etc. Il n'y a pas eu de problème parce que, bon, on parle toujours quand même, et ça existe dans certaines cultures, espace féminin, espace masculin. Vos parents ne se sont jamais opposés en disant qu'est-ce que tu vas faire, tel de la boxe, etc. T'as pas autre chose à faire. Il n'y avait pas cette vision de la femme, pas seulement dans les cultures outre-méditerranéennes, mais un peu dans énormément de cultures, que la femme doit s'occuper de certaines choses et pas d'autres. Vous n'avez pas eu d'opposition familiale ? Disons qu'en fait, ma famille est une famille comme les autres, c'est-à-dire qu'en fait, on se pose toujours la question de savoir, mais alors pourquoi, par exemple, j'ai voulu faire des études de philosophie, ouais. mais quelle idée de faire des études de philosophie, ça va ne mener à rien. Donc j'imagine qu'il y a plein de jeunes qui ont type de conversation avec leurs parents. Mais le problème d'être une femme, très franchement, ne s'est pas posé. Non, le problème d'être une femme, c'est pas posé. C'est juste au moment où, quand j'ai eu 18 ans, mon père a pensé bien faire en voulant m'arranger un mariage pour me mettre, on va dire, à l'abri. Ce qui arrive aussi beaucoup dans d'autres familles. Bien sûr, voilà. Instinct de sécurité, voilà. Une sécurité. Ouais. Voilà. Et donc, et là, en fait, ce qui a été la problématique, c'est qu'il a été surpris du fait que je puisse dire non. Et c'est là où, voilà. C'est ça. Et là, on peut se dire, effectivement, peut-être qu'il y a aussi une manière de présupposer que la femme ne doit dire que oui. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a fait dire non, franchement? Parce que vous avez été éduqué, comme il y a une culture familiale partout, enfin... Alors, ce qui m'a fait dire non, c'est qu'avant de rencontrer mon prof de boxe, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a donné confiance en moi et qui m'a dit que j'avais un avenir qui devait être pas mal du tout et qu'il fallait croire en moi. J'en parle dans mon livre, c'est la voisine du dessus, qui était une vieille dame. Vous viviez où à ce moment-là? Moi, je vivais donc à Gare du Nord. À Gare du Nord, Ouais. Et donc, ma mère était concierge. Et donc moi j'étais la fille de la concierge, la fille arabe de la concierge, voilà. Donc à partir de là, on met un cliché, on met quelque chose, c'est la fille qui va pas aller loin et tout ça. Et cette brave femme s'est intéressée à moi
s'est rendu compte que j'avais des difficultés, que probablement je n'avais pas assez de livres chez moi, ce qui était vrai, puisque comme je le dis, j'avais que le programme télé chez moi, et qui au fur et à mesure a tissé un lien avec moi. Elle m'a apporté des livres, donc je dis que c'était une chiracienne. Elle m'a apporté Le Figaro quand j'ai grandi petit à petit. Et au fur et à mesure, elle m'a... C'est elle qui vous a apporté livres, journaux, etc. Oui, elle l'est passée par ma mère quand elle allait livrer le courrier. Et au fur et à mesure, ma mère me dit mais c'est génial, il faut aller la voir. Donc c'est elle qui me donnait aussi des cours. Et voilà, c'est une des premières personnes qui m'a dit il faut avoir confiance en soi et accepter de prendre son destin en main et d'y aller. Voilà, faites votre vie. Ouais, très bien. Alors, donc, vous avez fait votre vie, vous avez fait la boxe française, et puis vous avez rencontré effectivement, le moniteur de boxe, le professeur, était aussi à la police. Et alors, à la police, comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est passé, vous le racontez dans votre livre, mais justement, que je recommande, hein, vraiment, c'est un livre à lire, parce que c'est un livre qui montre comment on se fait chacun son propre destin. Vous savez, c'est un livre de liberté. Une école de liberté, il ne faut jamais la rater. Alors, comment ça s'est passé avec la police? Ça a été dur au départ ou Alors, pas? comme je le dis, en fait, c'est lorsque je suis rentrée dans la police nationale que j'ai découvert que j'étais arabe. Parce qu'en fait, je ne m'étais jamais posé la question avant. Et il n'y avait pas de racisme anti-arabe autour de vous, ça n'existe pas. Voilà, vraiment. J'ai grandi, moi, sur le 10e arrondissement. Il n'y a pas de problème. Voilà, pas de problème. On ne parlait pas, comme maintenant, avec ces histoires de religion qui sont tous les jours récurrentes, avec ces polémiques et tout ça. Je trouve qu'on a vécu quand même une période assez saine. C'est vrai. Et il y a des gens qui mettent de l'huile sur le feu aujourd'hui, alors que ce n'était pas ça. Voilà, exactement. Donc là, maintenant, c'est devenu insupportable. Mais donc, à l'époque, il n'y avait pas cette problématique-là. En tous les cas, j'en étais préservée là où j'étais. Et lorsque je rentre à l'école de police, donc voilà, j'ai passé le concours comme tout le monde, j'ai été reçue, et j'arrive à l'école, et là, un formateur ne trouve pas mieux à dire qu'en fait, moi, mes week-ends, je passe mon temps à manger du couscous, que c'est bien que je sois rentrée dans la police, parce que de toute façon, c'était où ça, au volet des mobylettes. Et c'est là où j'ai compris qu'effectivement, il y avait un gros problème. Chez certains, pas chez tous quand même, non? Bien évidemment. Donc ça aussi, c'est l'objet de mon livre, c'est-à-dire que il ne faut pas, justement, moi je ne veux pas qu'on catégorise les gens et qu'on les classe, voilà, dans des étiquettes et tout ça. Dernièrement, j'ai entendu quelqu'un qui a traité la police de nazie, mais c'est tout de même incroyable qu'on puisse se permettre en démocratie de tenir des choses, voilà, des paroles pareilles. C'est-à-dire, il y a des policiers qui sont racistes dans la police, mais la police n'est pas raciste. Ça, c'est évident, c'est la police de la République, et ça devient insupportable. C'est vrai, non, il faut rappeler, je dis simplement que celui qui a dit ça, police naziste, et Jérôme Rodriguez, il avait été éborgné. Bon, je ne dis pas que ceci excuse cela, mais ceci explique cela. Mais pour revenir à ce que vous disiez, donc, vous êtes rentré dans la police, et ça a été tout de suite quelque chose, c'est vraiment pour moi, ça me correspond, j'ai envie de ça. Oui, tout à fait. Tout de suite. Ah, tout à fait, parce qu'on se sent utile tout de suite. Et c'est un métier où, en fait, tous les jours, vous aidez quelqu'un. C'est tout de même formidable. Moi, c'est comme, je pense, comme les métiers dans la médecine ou être docteur, voilà. Et moi qui voulais être utile, et je m'ennuyais un peu derrière mon bureau à la fac, je me suis dit, bah voilà, là c'est mon métier et je vais être utile et je vais tout donner pour aider les gens. Alors racontez-nous votre premier baptême du feu, vrai baptême du feu. Écoutez, alors en tout cas, un de vos baptêmes du feu. Oui. Voilà. Alors, on peut dire que le premier choc que j'ai eu, moi, c'est la première fois où j'ai vu un mort. Voilà. Ouais. Là, j'avoue qu'on s'en rend pas compte. On pense la mort n'est pas très présente dans la société actuelle. On la cache plutôt. On la cache, oui. Voilà. On la fuit, on la cache. On le voit avec le Covid-19. Hein. Oui, voilà, c'est revenu un peu avec le Covid-19, hélas. Ouais. Mais voilà. Donc la première fois où j'ai vu un mort qui en plus donnait son dernier souffle sous mes yeux, je vous avouerai que ça m'a un peu perturbée. Sinon, oui, je parle par exemple de cette fois. Donc j'arrive sur le 20e arrondissement. Et en fait, on tombe sur un véhicule volé, et donc on commence à faire une course-poursuite. C'est la première fois où je sors mon arme, où j'ai le palpitant, parce qu'on prend des risques, on ne sait pas qui on a dans la voiture, la personne peut nous tirer dessus. Donc là, vraiment, j'avoue que en même temps, j'ai une montée d'adrénaline exceptionnelle, et en même temps, on a une peur qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Ouais. Et vous avez donc suivi tout cela. Vous parlez aussi de votre
frère, quand il a eu certains écarts. Et c'est très beau parce que vous parlez aussi de votre amour familial, enfin de ceux pour qui vous ressentez. Et vous parlez aussi beaucoup des qualités humaines, y compris des policiers que vous avez eu autour de vous. Enfin, certains qui étaient, voilà, comme partout, hein, qui n'étaient pas à la hauteur, d'autres qui l'étaient complètement. Et qu'est-ce qui vous a amené, alors, Nora Lacqueal, à vous occuper de l'islamisme radical, effectivement, de cette montée et du communautarisme, et surtout de l'enrégimentation d'une religion à des fins politiques. Vous en parlez très bien. Islamisme, pas la même chose. Exactement. Donc en fait, là, ce qui m'a vraiment motivée, je pense que c'est à partir du moment où il y a eu les attentats du 11 septembre 2001, je pense que tout le monde s'est senti concerné par ce drame et par la montée de l'islam radical. Et lorsque j'ai eu la chance d'être repérée par les renseignements généraux pour pouvoir postuler à ce groupe, je me suis pas posé de questions. J'ai dit, c'est ma place, il faut que j'y aille. Et peut-être aussi que le fait que je sois d'origine maghrébine et de confession musulmane, ça peut servir la France. Donc j'ai pas hésité et j'y suis allée. Et vous parlez l'arabe très couramment. Vous le lisez aussi, j'imagine. Un petit peu. Et donc, qu'est-ce que vous avez découvert? Alors justement, rentrons, parce que vous parlez de Nasser au début et à la fin, et vous dites Nasser, justement, un islamiste radical, etc. Vous dites, tu le vaincras pas. Pourtant, on a la même religion, mais on n'a pas du tout la même lecture et la même pratique et la même foi l'un et l'autre. Et vous l'expliquez très bien. Et au fond, vous avez découvert quoi? Que c'était un véritable totalitarisme, c'est un endoctrinement, enfin... Ah oui, les terroristes islamistes, ce sont des gens qui ne vivent que pour ça, finalement. Pour régler leurs comptes et répandre le mal partout où ils passent. Mais ce que j'ai compris aussi, parce que je dois vous avouer, lorsque j'ai écrit ce livre, le déclic que j'ai eu, j'étais en filature surveillance avec un collègue à moi, dont je parle dans le livre, qui est un petit-fils de tirailleurs sénégalais. D'accord. Qui est musulman. Donc nous sommes tous les deux musulmans, nous sommes harnachés, prêts à intervenir, nous sommes dans un véhicule en attendant l'objectif, donc terroriste, qui est pas loin. Et vous savez, dans ce type de métier, il faut toujours être patient, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont sortir et tout ça. Et là, j'entends à la radio une femme qui dit tranquillement écoutez, l'islam n'est pas compatible avec la République. Et là, on s'est regardé avec donc Yacouba, et on s'est dit, mais c'est pas possible là, c'est de nous dont il parle. Alors, cette dame-là, après avoir fait sa petite interview, elle va rentrer chez elle, peut-être se faire un bon restaurant, et puis après oublier ce qu'elle a dit et faire autre chose. Et nous, on attend le terroriste, on prend des risques, on risque notre vie. Ouais. Vous voyez, et je me suis dit, bon là, à un moment, il va falloir quand même... Faut en parler. Voilà. Il faut qu'on rappelle quand même qu'on est à 8 millions de musulmans, je crois, à peu près entre 6 et 8 millions de musulmans en France, et que nous ne sommes pas tous des terroristes. Les terroristes, c'est l'exception. La majorité, ce sont des gens comme nous, qui sont des républicains, laïcs, nés en France et fiers d'être français. Eh bien, on va continuer cette conversation passionnante après une petite pause. À tout de suite. Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkoff est toujours dans tous ses états avec notre invitée Nora Lacqueal et avec une information qui vient de tomber, André Berkoff. Oui, 4 blessés à l'arme blanche à Paris, près des anciens locaux de Charlie Hebdo. On ne sait pas si c'est lié, mais on peut supposer que c'est lié au procès qui a lieu en ce moment. Voilà, 4 personnes blessées à l'arme blanche à Paris, vendredi, dans des circonstances encore indéterminées. Près des anciens locaux, c'était réuni à Cola-à-Père. C'est là où il y a eu le massacre de janvier 2015. Et une cellule de crise a été ouverte. Voilà. Justement, Nora Lacqueal, écoutez, je ne sais pas si ça tombe bien ou ça tombe mal, mais il faut le dire. En fait, ça n'arrête jamais, quoi. C'est-à-dire, ce terrorisme, cette tentation terroriste, elle est là, elle sera là. Alors, on a l'impression que quoi? Enfin, alors, vous savez, vous rappelez-vous Manuel Valls, ancien ministre de l'Intérieur, il dit il faut vivre avec le terrorisme. Moi, l'impression que j'ai ici, pour vivre avec le terrorisme, il faut le combattre, ce que vous faites et beaucoup d'autres. Oui, tout à fait. Tout d'abord, je tiens à dire que je suis vraiment triste pour toutes ces victimes-là, qui apparemment sont 4 victimes. Et je souhaite bon courage aussi aux collègues qui sont sur le terrain, qui doivent se démener comme des malades pour attraper cette personne. Oui, c'est un gros problème. Il va falloir vraiment qu'on s'oriente sur la source de cette idéologie. Donc, et ceux qui transmettent cette source. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que je pense que la prévention de la radicalisation est essentielle.
Mais Et, comment Nora Lakeal, oui. alors justement, parce que souvent on est là, on perd énormément de temps, par exemple, à toujours insulter les femmes voilées en disant qu'elles sont le vecteur de l'islam politique. Parce que ça n'a aucun sens. Bien évidemment, il doit y en avoir quelques-unes qui doivent porter ça de manière Oui, parce qu'il politique. y a quand même, ça existe aussi. Voilà, vous bien savez. évidemment, il ne faut pas le nier. Mais alors, on envoie balader des femmes, vous savez, des mamans, par exemple, qui vont le matin aller travailler, qui sont femmes de ménage, qui sont voilées. Vous pensez vraiment qu'elles vont faire de l'islam politique? Est-ce que vous pensez aux jeunes filles que vous croisez chez Sephora avec leur voile et qui achètent du maquillage et qui chantent sur Weshden? Mascara, ouais. Voilà. En revanche, moi, je peux parler d'un gros problème. C'est par exemple les livres wahhabites qui sont dans les librairies salafistes. Voilà. Il faut savoir que Qui sont en vente libre. qui sont en vente tout libre, ça, mais parce qu'ils sont malins. Il n'y a rien qui peut être, comment dire, contredit. Il y a pas, ils sont toujours sur la ligne de la loi. Voilà. Mais ces livres-là appauvrissent l'esprit des jeunes. Voilà. Tout est fait, par exemple, pour 2 €, 3,50 €. Vous avez l'islam en 40 pages. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce que vous vous imaginez? C'est avec, je sais pas, 300 mots. Mais ouais. Et puis, L'islam en fait, pour les nuls. C'est l'islam, mais voilà, mais alors, c'est pour les ultra nuls, parce que l'islam pour les nuls, c'est une belle référence. Ouais. Alors que là, c'est vraiment un catalogue de la Redoute avec licite, illicite. Ouais. Et alors, Haram, halal. exactement. Et plus on ne sollicite plus l'intelligence des gens. C'est comme ça que vous préparez le terreau de l'islamisme radical. Quand vous ne mettez plus de réflexion, vous ne donnez plus la capacité aux gens de réfléchir. L'esprit critique. Exactement. La réflexion. Ouais. Voilà. Donc, s'il y a Et- quelque chose à faire, c'est là que ça se passe. Et pour vous, à votre avis, est-ce qu'il faut fermer, parce qu'on en parle toujours des mosquées salafistes, dont on sait qu'elles sont salafistes, il n'y en a pas des milliers, il y en a 150. Et apparemment, rien n'a été fait. Bah, écoutez, vous savez, nous sommes dans un pays de droit. Donc il y a des lois à faire respecter. Oui. On doit toujours travailler selon la loi qui est faite. Donc à partir du moment, si bien évidemment il y a des mosquées où il y a des prêches haineux appelant à la guerre, bien évidemment, elles ont été fermées ou sont en cours de fermeture. Ça c'est évident. Je suis pas sûr, hein, mais enfin, j'espère que vous avez raison. Moi, je fais confiance quand même à la police nationale et puis je fais confiance à mes collègues puisque je les côtoie Vous depuis les quand même connaissez. 20 ans. En revanche, vous savez, c'est compliqué. Le rigorisme, il est partout, le rigorisme. Le rigorisme, il est dans toutes les religions. Oui, je Comment sais. vous allez faire pour pénétrer dans des endroits où il y a, des... Oui, où c'est voilà. très gardé. Oui, ouais, je comprends. c'est très compliqué. Non, mais c'est tellement important, c'est au-delà de ça, c'est tellement important que des gens comme vous et d'autres, dans d'autres métiers, etc., justement, favorisent et expriment et symbolisent et actent cet esprit critique. Parce que le vrai problème, il est aussi à l'école. Si l'école ne fait pas son boulot, si les familles ne font pas leur boulot, ben voilà. C'est exactement ça aussi. Et donc ça aussi, ça fait partie de la prévention de la radicalisation. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire aussi avec les familles. Et il y a un travail aussi à faire. L'éducation nationale doit prendre sa place. C'est-à-dire que, vous savez, moi, j'ai vécu il n'y a pas longtemps, j'étais encore de l'autre côté du périph'. Ouais. J'ai des enfants qui sont donc scolarisés. Voilà. Mon fils a fait Ou si c'est pas de quel côté? de 93. 93. J'étais en d'accord. 93. D'accord. Eh bien, sachez que lorsque mes enfants étaient à l'école, Oui. ils ont fait la seule sortie de l'année, ça a été Bob l'éponge dans une salle de cinéma dans le quartier. Voilà, donc seule sortie culturelle, aller voir un film américain, l'histoire d'une éponge qui flotte dans l'eau. Bon, c'est sympathique. C'est la seule sortie culturelle. C'était la seule Intéressant. sortie culturelle. Voilà. Ouais. Nous avons déménagé pour des raisons privées. Je me suis retrouvée à Paris. En 3 mois, mon fils a fait 3 musées. Voilà. Donc, Comprends. on ne peut pas. Voilà, Ça change tout la géographie. Hein. mais bien évidemment, Ouais, mais bien évidemment. Bien Sauf sûr. que ce sont tous des enfants de la République. Vous voyez? Bien Et sûr. que si on laisse la place dans leur tête, une place vide, eh ben, vous Elle sera inquiétez pas. remplie, on sait par qui. Hein. Mais C'est voilà, ça. tout à fait. Et justement, ce qui est très bien, j'ai beaucoup aimé à un moment donné, vous dites dans votre livre, en sortant du stand, je prends la direction du Franprix de la Goutte d'Or. J'ai décidé de me concocter un plateau télé digne de ce nom. En passant la caisse, je m'aperçois que mes provisions illustrent ma personnalité. Dis-moi ce que tu achètes, je te dirai qui tu es. Alors je vais vous dire qui est Nadia Lakeal. Dans son panier, elle a mis du pain de mie, un pot de houmous, un bocal d'olive, un saucisson halal et un petit chablis.
Voilà, côté tunisien, côté français. Formidable. Vous étiez presque de l'apéritif saucisson pinard, quoi. C'est exactement ça. C'était exactement ça. Sauf que, voilà, et le saucisson était halal. Et voilà, n'en déplaise à ceux que ça dérange. Voilà, et j'adore le petit chablis. Et voilà, mais c'est très très bien. Et justement, par rapport à ça, je crois, et c'est pour ça que votre livre vraiment fourmille d'histoires, fourmille d'anecdotes et fourmille de choses passionnantes. Est-ce que vous êtes... Ça fait, mais là, vous êtes un peu à l'administration centrale, je crois, pour le moment. Tout à fait, oui. Et vous avez été combien de temps aux renseignements généraux, en fait ? Écoutez, entre les renseignements généraux, puis ensuite, j'ai intégré la section antiterroriste. La section antiterroriste, bien sûr. Donc voilà, donc j'ai été 17 ans. Ah oui, quand même. Voilà. C'est énorme, ça, c'est bien. et vous allez y revenir, peut-être, après, vous ne savez pas. Écoutez, je pense que maintenant, vu que tout le monde peut me reconnaître, ça va être un peu compliqué. C'est vrai qu'avec ce livre, ça va être plus compliqué. Ouais. On ne va pas vous envoyer dans une mosquée salafiste. Non, pas du tout. Mais alors, justement, au bout de 17 ans, Nadia Lakéal, par rapport à la France... C'est Nora. Nora, pourquoi j'ai dit Nadia? Excusez-moi. C'est pas grave. Nora, non, parce que j'avais une Nadia avant comme auditrice. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste par rapport à... En France, on parle partition, fracturation, archipélisation, communautarisation, libanisation, on parle de tout ça. Vous, personnellement, avec votre expérience, vous pensez que tout ça peut arriver pour refaire, faire nation, faire république, parce que c'est vrai qu'il y a des tas de signes, et pas seulement sur le communautarisme, sur d'autres choses, qui sont très préoccupants. Mais écoutez, si je n'avais pas un peu d'optimisme, je n'aurais pas écrit ce livre. Donc vraiment, j'y crois. Je pense que l'histoire de la France, c'est une histoire où de tout temps, il y a eu quand même une certaine cohésion nationale. Actuellement, elle est malmenée. Même un patriotisme, on peut parler de ça. Tout à fait. Il ne faut pas en rougir, c'est vraiment. Et je pense que tous les espoirs sont permis à partir du moment où on rétablit, on s'occupe déjà de nos jeunes et qu'on lutte contre les inégalités sociales. Voilà. Oui, pensez qu'il y a les deux, effectivement. Oui, c'est conjoint. Oui. Mais en même temps, comment faire pour refaire, vous l'avez fait dans votre panier de la ménagère, si je peux m'exprimer ainsi, mais comment refaire nation? Comment refaire une certaine France, en excluant évidemment personne, mais en disant qu'il y a ce qu'on appelle les valeurs, civilisation, république, etc. Par exemple, la place de la femme, par exemple, beaucoup d'autres choses. Comment faire que... Je dis pas tout le monde, il y aura toujours des exceptions. L'histoire, il y a eu aussi, vous avez raison, l'histoire de France, c'est aussi les catholiques et protestants, les massacres à Saint-Barthélemy, il y a eu beaucoup de choses, mais il y avait un véritable patriotisme et idée d'être français qui s'est un peu perdu. Et vous pensez que c'est au niveau de la famille, au niveau de l'école, ou tous ensemble, où chacun a sa responsabilité, en fait, pour vous? Je pense que chacun a sa responsabilité, et je pense aussi qu'on devrait, que la cohésion nationale, elle ne peut se faire que dans une ambiance calme et apaisée. Et que depuis ces dernières années, il n'y a que de la violence, que de l'invective, que de la haine. Les gens qu'on invite, généralement, c'est des gens qui sont en train beaucoup de polémistes, qui veulent toujours faire le bad buzz. Et je pense aussi qu'il est temps, sur ces thématiques-là, de donner la parole à plus de gens comme moi. Parce qu'à chaque fois, si on identifie le musulman comme le terroriste ou le délinquant, sur ces thématiques-là, on ne va pas avancer. Oui, et puis voilà, et puis aussi tous ceux qui trouvent des excuses à ce terroriste. Vous savez, il y a aussi la fabrique de l'excuse. Non, c'est vrai qu'on doit donner la parole absolument à des gens comme vous, et il y en a beaucoup. C'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on continuera à faire. Et merci Nora Lakéal, et je recommande encore une fois votre livre Agent d'élite. Merci beaucoup Nora Lakéal, merci beaucoup André Bacoff. On vous retrouve dans quelques instants pour l'émission spéciale culture avec Céline Alonso. Et puis on rappelle cette information, attaque à l'arme blanche près des anciens locaux du journal Charlie Hebdo, Paris 11e ce matin vers 11h30. 4 blessés dont 2 en urgence absolue. Une cellule de crise a été ouverte et évidemment vous pourrez suivre la suite sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants.